Mon sugar daddy me demande des faveurs bizarres. Son profil Tinder disait qu'il avait 45 ans, mais il avait l'air d'avoir la trentaine tout au plus. Vous cherchez un sugar baby, 700 $ par semaine, pas de sexe. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais, en tant qu'étudiant universitaire fauché, j'étais prêt à tenter ma chance. J'ai glissé vers la droite, et Tinder m'a fait savoir que c'était une correspondance. Son message est arrivé quelques secondes plus tard. Salut, mon cœur. Ce mot me faisait grincer des dents, je le détestais, mais 700 $, c'était 700 $, alors je me suis résigné et j'ai répondu. Hey. Il s'appelait Jacques et m'a dit qu'il possédait sa propre entreprise, bien qu'il n'ait jamais précisé de quel genre d'entreprise il s'agissait. Nous avons discuté un moment avant qu'il ne me demande mon Venmo pour m'envoyer le premier paiement. Après quelques minutes, j'ai reçu la notification. J'ai fixé les 700 $ pendant au moins 20 minutes, m'attendant à me réveiller d'un rêve à tout moment. Mais ce n'était pas un rêve. Tu es toujours là? J'ai cliqué sur le message. Ouais, désolé, si je peux me permettre, qu'est-ce que vous attendez en retour? J'ai fixé le chat jusqu'à ce qu'il réponde. Je veux juste que tu me fasses quelques faveurs. Ça avait l'air d'être sexuel pour moi. Comme quoi? Par exemple, la première chose que j'ai besoin que vous fassiez est de récupérer une livraison pour moi. Ça semblait assez innocent, mais je m'attendais quand même à un rebondissement. 700 $ pour récupérer un paquet? Allez, même moi je n'étais pas aussi naïf. Du bureau de poste ou autre? Non, je t'enverrai l'adresse, mais je préfère ne pas faire ça via Tinder. Vous avez Kik? Ou tu peux me donner ton numéro? Kik, c'était quoi? 2011? J'ai décidé de lui donner mon numéro à la place, et il m'a immédiatement envoyé l'adresse par SMS, suivie de l'adresse de sa maison, où je devais déposer le colis. Je ne suis pas là pour le moment, mais il y a une clé au fond du pot de fleurs bleues près de la porte. Rentre et pose le paquet sur la table basse du salon. Assurez-vous de verrouiller la porte lorsque vous entrez dans la maison, et de la verrouiller à nouveau lorsque vous partez. J'ai pris mes clés de voiture et mon portefeuille et je suis monté dans ma voiture, en entrant l'adresse dans Google Maps. Je l'ai eu, OM double. Mon téléphone a sonné alors que je sortais de mon allée. Je suis sérieux, fermez la porte à double tour, s'il te plaît. Je pensais que c'était un peu excessif, mais je lui ai promis que je le ferais. La maison avait l'air abandonnée. Elle était entourée d'un grillage brisé, avec une petite porte qui s'accrochait à sa vie. Elle était entourée de maisons beaucoup plus belles que celle-ci. Tu es là pour la mère de Jacques. J'ai levé les yeux pour voir un homme debout dans l'embrasure de la porte de la maison. Il occupait presque tout l'espace, sa tête frôlant le haut du cadre de la porte. Il était énorme, en taille et en muscles, et son torse entier était couvert de tatouages. Ouais, je suppose. J'ai répondu, sans bouger de ma place sur le trottoir. Reste là, il a dit. Je l'ai fait. En fait, je ne pense pas que j'aurais bougé s'il me l'avait demandé. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne d'autre dans cette rue. J'étais une femme de 21 ans, seule dans la rue. J'ai saisi mes clés de voiture. Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu en portant une boîte en carton. Elle était de la taille d'une boîte à chaussures, mais tachée et humide sur certains coins. Pouvez-vous ouvrir votre voiture? Il a demandé. J'ai ouvert le coffre, ne voulant pas de ça à l'intérieur sur mes sièges de voiture et il l'a mis dedans. D'accord, voilà, il a dit. Merci, j'ai répondu. Je me suis dirigé vers le côté conducteur de la voiture et j'ai ouvert la porte. Oh, et encore une chose, il a dit. Je l'ai regardé. Fais attention, il a dit. Je n'ai pas répondu. J'ai écouté ma musique en conduisant chez Jacques, en espérant que ça noirait mon anxiété. Ça n'a pas marché. J'ai garé ma voiture dans l'allée en pierre et je suis resté à l'intérieur de la voiture, admirant la maison. C'était une énorme maison, avec des piliers en pierre sur le porche d'entrée, et l'herbe la plus verte que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai éteint la voiture et je suis sorti. J'ai pris le paquet, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, en prenant la clé là où il avait dit qu'elle serait. Mon sugar daddy me demande des faveurs étranges. Partie 2. C'était une énorme maison, avec des piliers en pierre sur le porche d'entrée, et l'herbe la plus verte que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai éteint la voiture et je suis sorti. J'ai pris le paquet, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, en prenant la clé là où il avait dit qu'elle serait. J'ai ouvert la porte et je suis entré, en la refermant derrière moi. J'ai pensé à ce qu'il avait dit, de verrouiller la porte une fois à l'intérieur. J'ai pensé que c'était un peu exagéré, mais alors que je regardais la porte fermée, quelque chose m'a fait tendre la main et la verrouiller. Je suis entré, mes pieds amortis par l'épaisse moquette marron, et j'ai admiré l'intérieur de la maison. Tous les meubles étaient en bois et semblaient incroyablement chers. Je pourrais probablement finir l'école une douzaine de fois avec l'argent qu'il fallait pour meubler cet endroit. J'ai posé le paquet sur la table basse, et alors que je revenais vers la porte, j'ai entendu un téléphone sonner de quelque part dans la maison. Je me suis figé. Dans ma poche, mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti pour regarder. Ne répondez pas aux appels qui ne sont pas de Marvin. J'ai reposé mon téléphone et j'ai suivi le son du téléphone, passant la tête dans plusieurs pièces différentes avant de le trouver dans un bureau. Je me suis approché du bureau et j'ai regardé le numéro de l'appelant. Appel entrant de Jacques. C'était bizarre. J'ai pris mon téléphone pour regarder à nouveau le message. Je commençais à avoir un peu peur et j'ai décidé de ne pas répondre, juste pour être sûr, et j'ai quitté la maison, en me rappelant de verrouiller la porte en partant. J'ai fait quelques autres faveurs à Jacques depuis. J'ai conduit une BMW jusqu'à un parc choisi au hasard dans une autre ville, pour en ressortir et conduire une autre voiture jusqu'à la maison de Jacques. Il m'a fait rencontrer un de ses employés au déjeuner, qui m'a ensuite donné une mallette à livrer à la première maison où je m'étais rendu, en me disant qu'il le saurait si je regardais à l'intérieur. À plusieurs reprises, il m'a demandé de me rendre à cette même maison et de rester avec le type, qui s'appelait Julio, pendant un certain temps. Au total, j'ai gagné environ 3500 $. Plus récemment, Jacques m'a demandé de passer la nuit chez lui. Je me suis réveillé avec un SMS de lui. J'ai besoin que tu passes la nuit chez moi. Je ne l'avais jamais vu en personne, mais
mais je lui avais parlé au téléphone plusieurs fois. Il m'a dit qu'il me paierait 1000 $ pour passer la nuit chez lui, à condition que je respecte quelques règles. J'ai conduit jusqu'à sa maison ce soir-là. L'allée était vide, comme d'habitude, mais la lumière du Porsche était allumée. Je me suis approché, j'ai déverrouillé la porte, je suis entré et je l'ai refermée. Tout dans la maison était identique. Jacques m'avait dit au téléphone qu'il laisserait la liste des règles sur la table de la salle à manger. J'ai posé toutes mes affaires dans le salon. Mes sacs ressemblaient à des ordures comparés aux meubles de luxe qui étaient là. Je me suis promené dans la cuisine, puis dans la salle à manger. Bien sûr, il y avait un morceau de papier sur la table en bois, maintenu par un verre vide. Fermez la porte à clé quand vous entrez. Ne répondez qu'aux appels de Marvin. N'ouvrez aucun robinet entre 21 h et 23 h. N'ouvrez la porte à personne, peu importe qui ils disent être, après 22 h. Si la porte du placard au bout du couloir est ouverte, dormez dans la bibliothèque. Si elle est fermée, dormez dans l'une des chambres. Le jardinier vient à minuit. S'il commence à frapper aux fenêtres, cachez-vous. Allumez la télé et laissez-la jouer en mode statique toute la nuit. N'oubliez pas de le faire. Servez-vous dans le réfrigérateur. Je vous paierai demain matin. Bonne nuit. Je me suis assuré de suivre toutes les règles. Pour être honnête, je regrettais ma décision. Mais, vu que j'étais déjà ici, et que j'étais payé, j'ai décidé de rester quand même. Je me suis dit que tant que je suivais toutes les règles, tout irait bien. Pourtant, c'était un peu étrange. Qu'est-ce que c'était? Une maison hantée? Néanmoins, j'ai flâné dans la maison pendant quelques heures, car j'avais l'intention d'aller me coucher vers 9 h, puisque c'est à cette heure-là que tous les trucs bizarres allaient commencer à se produire. À 8 h 50, je me suis brossé les dents et j'ai utilisé le robinet pour la dernière fois avant 9 h. J'ai vérifié le placard dans le couloir et en voyant qu'il était ouvert, j'ai déplacé mes affaires dans la bibliothèque et me suis préparé à dormir sur le canapé. J'ai fermé les portes à clé, juste au cas où, et je me suis allongé sur le canapé, en faisant défiler mon téléphone. Je n'avais plus reçu de message de Jacques, et j'ai commencé à imaginer des scénarios et des raisons pour lesquelles il avait des règles si strictes et si particulières dans sa maison. J'avais dû m'assoupir à un moment donné car, à 22 h 16 exactement, j'ai été réveillé par la sonnerie de la porte. J'étais sur le point de me lever pour vérifier, mais je me suis souvenu de la règle. Suivez pour la partie 3. Mon sugar daddy me demande des faveurs bizarres. N'ouvrez la porte à personne, peu importe qui ils disent être, après 22 h. Je suis resté sur le canapé, essayant de ne pas bouger, paranoïaque à l'idée qu'ils puissent entendre le moindre bruit. C'est la police, ouvrez. Je n'ai pas bougé. Allô, c'est la police, ouvrez ou nous allons entrer. Je ne bougeais toujours pas, mais j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Il y a eu un silence pendant un moment après cela. Puis la sonnette a encore sonné. Et, c'est Jacques. Laisse-moi entrer. On aurait dit Jacques, mais je ne me suis quand même pas levé. Il devait avoir une clé, n'est-ce pas? Pourquoi aurait-il besoin de moi pour le laisser entrer? Cela a duré presque une heure entière, différentes personnes sonnaient à la porte, s'annonçaient, puis disparaissaient lorsque je ne répondais pas. J'ai finalement pu m'endormir, et le jardinier n'est jamais venu. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un dans la cuisine. Je me suis levé lentement, et j'ai déverrouillé la porte aussi silencieusement que possible, prenant mon téléphone avec moi et traversant le salon pour aller dans la cuisine. Je me suis arrêté à l'entrée et j'ai regardé à l'intérieur. C'était Jacques. Il était debout devant la cuisinière, remuant quelque chose pendant que la machine à café préparait du café sur le comptoir derrière lui. Et, bonjour, il a dit quand il m'a vu. Salut, j'ai répondu, nerveux. Je ne l'avais pas vu en personne avant, mais il ressemblait exactement à ses photos en ligne. Des œufs brouillés, il a demandé, en faisant signe à la casserole avec une cuillère en bois. Ouais, merci, j'ai répondu en m'approchant pour lui prendre l'assiette. J'ai pris mon petit déjeuner et bu du café en silence. Alors, comment c'était? Il a demandé. C'était bien, rien de super bizarre n'est arrivé. J'ai répondu. Cool, il a répondu. Il y avait une gêne dans la pièce. Je pense que je vais y aller maintenant. J'ai cours. J'ai traîné en longueur. Je ne l'ai pas fait, mais je voulais vraiment sortir de là. Oh, non, si, bien sûr, je te parlerai une autre fois. Il a répondu. J'ai pris mes affaires et il m'a accompagné à ma voiture. Je pouvais le voir debout dans l'allée, me regardant pendant que je partais. En rentrant chez moi, j'ai déballé toutes mes affaires et j'ai remarqué que j'avais toujours la liste avec moi. Je me suis assise sur mon lit et je l'ai relu. J'ai senti mon corps se crisper en réalisant que j'avais oublié quelque chose. Allumez la télé et laissez-la jouer en mode statique toute la nuit. N'oubliez pas de le faire. Allumez la télé et laissez-la jouer en mode statique toute la nuit. N'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de le faire. Je fixais les mots sur la page jusqu'à ce qu'ils perdent leur sens. À côté de moi, mon téléphone a sonné, me ramenant à la réalité. C'était le paiement de 1000 $. J'ai regardé mon téléphone, puis de nouveau la liste. Peut-être que ce n'était pas une étape importante? Alors que je réfléchissais à tout ça, j'ai reçu un message de Jacques. Je ne suis pas en ville en ce moment, je devrais revenir la semaine prochaine, donc tu es libre de faire d'autres courses pour moi d'ici là. Je viens d'envoyer le paiement, allez faire quelque chose d'amusant, émoticône, clin d'œil. J'ai fixé le message et l'ai relu. Et encore. Et encore une fois pour faire bonne mesure. Je ne suis pas en ville en ce moment. J'ai repensé à ce matin, et comment Jacques était dans sa maison. Comment il m'a donné le petit déjeuner. Je ne suis pas en ville en ce moment. Quelques minutes plus tard, un nouveau message est arrivé, cette fois d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Tu as oublié de faire quelque chose? Émoticône, clin d'œil. Le texte était suivi d'une photo de Jacques, ou, peu importe qui était cette version de Jacques, debout devant la télévision. Je n'ai pas répondu. Ensuite, il y a une autre photo, cette fois de l'extérieur de ma maison. Il a été suivi d'un autre texte. Attention. Mon sugar daddy me demande des faveurs étranges. Partie 4.
Je n'ai pas quitté ma maison pendant presque une semaine entière. La seule raison pour laquelle je ne suis pas resté à l'intérieur plus longtemps est que j'avais un examen important dans l'un de mes cours pour lequel je devais absolument être présente. Cela n'a pas aidé non plus l'anxiété que je ressentais. En conduisant vers le campus, j'ai gardé les yeux rivés sur ce qui m'entourait, manquant de brûler 2 panneaux d'arrêt et un feu rouge. Je m'attendais à ce que Jacques, ou le faux Jacques, je suppose, surgisse au hasard sur le bord de la route, ou dans la voiture d'un accent grave côté, ou dans la voiture derrière moi. Je jetais constamment des coups d'œil à mon rétroviseur pour essayer de savoir si le camion noir derrière moi était là depuis le début ou s'il était différent de celui que j'avais vu il y a 10 minutes. Je ne lui avais pas dit où j'allais à l'école, il ne le saurait peut-être pas. Mais je ne lui avais pas non plus dit où j'habitais, et il a semblé le comprendre assez vite. Je n'avais pas envoyé de SMS au vrai Jacques depuis l'incident. Je veux dire, je ne savais même pas ce que j'étais censé dire. Oups, je n'ai pas suivi toutes vos règles et maintenant il y a un de vos sosies qui court dans la ville? Mon plan, aussi stupide soit-il, était d'agir comme si tout allait bien. Je n'allais pas remuer le couteau dans la plaie en lui disant que j'avais déjà merdé, alors à la place, j'allais attendre qu'il réalise que quelque chose n'allait pas. Avec un peu de chance, il ne le ferait pas. J'admets que ne pas lui dire a été plus difficile que je ne le pensais, et je me suis retrouvé à vérifier constamment mon téléphone pour voir s'il y avait des textos de Jacques, mais aucun n'est apparu. J'ai terminé mon examen ce jour-là, sûr d'avoir échoué à cause de mon manque de concentration, et je suis rentré chez moi où j'ai trouvé Julio dans mon allée. Il regardait son téléphone, et j'ai essayé de continuer à rouler dans la rue avant qu'il ne me voie, mais je n'étais pas assez rapide. Il a jeté un coup d'œil et a commencé à marcher vers ma voiture alors que je me rangeais lentement dans l'allée, verrouillant mes portes et essayant de rester calme. Au lieu de passer en mode parking, j'ai gardé mon pied sur le frein et j'ai passé la marche arrière, prête au cas où je devrais m'enfuir rapidement. Je me suis assis à la place du conducteur, regardant devant moi, vers ma porte d'entrée. Je me suis demandé pendant une seconde si j'allais pouvoir entrer et verrouiller la porte avant que Julio ne m'atteigne. Soudain, il s'est penché et a frappé à la fenêtre, me faisant sursauter. Je me suis retourné pour le regarder et je n'ai rien dit. « Baissez votre fenêtre », il a dit, en me faisant signe de baisser la fenêtre. J'ai appuyé sur le bouton pendant une fraction de seconde, ne laissant qu'une minuscule fente d'espace ouvert. « Tu sais, ce n'est pas de moi que tu devrais avoir peur. » Je l'ai regardé, et j'ai jeté un coup d'œil à mes rétroviseurs, essayant de voir si un de mes voisins était dehors. Mais il ne l'était pas et j'étais seul, sans témoin. « Tu as tout fait foirer », a-t-il dit, en s'appuyant contre ma voiture. « Je t'avais dit de faire attention, et tu ne l'as pas fait. Tu as réussi à foutre en l'air les règles en une nuit. Ils en oublient toujours au moins une. » J'ai levé les yeux vers lui mais je n'ai rien dit parce que je ne savais vraiment pas quoi dire. « Sortez de la voiture, nous allons à l'intérieur. » Il a tapé de la main sur le toit de ma voiture et s'est dirigé vers ma porte d'entrée. J'ai pensé à m'en aller, mais je ne savais pas où j'irais, et une partie de moi voulait l'écouter. Alors, je me suis retrouvé à garer la voiture, à couper le moteur et à laisser Julio entrer chez moi. Il s'est assis sur mon canapé et a jeté un coup d'œil à mon salon. « C'est chic pour un étudiant. Tu as acheté ça avec l'argent de Jacques ?» Il a demandé. J'ai roulé les yeux en me tenant devant lui. « Pourquoi voulais-tu entrer ?»« D'accord, sujet délicat, a-t-il dit en haussant les épaules. Je dois te parler de Jacques. » « Quel Jacques? Celui à qui j'ai parlé ou celui qui est apparu dans la maison? » « Quoi ?» Il a claqué des doigts, se penchant et posant ses coudes sur ses genoux. « Quoi? Que voulez-vous dire, celui qui est apparu dans la maison? Jacques n'est pas encore rentré. Je suis venu vous dire que vous avez oublié de fermer la porte à clé après votre petit boulot de gardien de maison, ce qui ne va pas plaire à Jacques. Il est très pointilleux sur ses affaires. Il s'est débarrassé de filles pour des trucs bien plus minables que ça. » Je n'ai rien dit et j'ai fixé Julio tandis qu'il me fixait en retour, attendant que je m'explique. Son utilisation des mots « se débarrasser » m'a rendu nerveux et je me suis demandé ce qu'il voulait dire par là. Il n'allait sûrement pas me tuer pour une erreur, non? Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Il a demandé après quelques secondes de silence. Jacques. Jacques était dans la maison ce matin-là avant que je ne parte. Comment croyez-vous que c'est arrivé? Parce que Jacques n'est pas encore rentré de son voyage. J'ai haussé les épaules, ne sachant pas vraiment quoi dire. Julio s'est levé, soupirant d'agacement. Bien, tu sais quoi, à l'origine, j'étais venu ici pour te demander une part de l'argent que tu as reçu pour ton pauvre travail de gardiennage de maison, mais il me semble que tu as probablement plus merdé que je ne le pensais au départ, alors je vais juste rester en dehors de tout ça. Bonne chance. Il s'est approché et a ouvert ma porte d'entrée, me saluant en partant, me laissant debout dans ma maison vide. J'ai couru vers la porte et l'ai fermée à clé dès qu'il est parti, et j'ai commencé à paniquer une fois de plus. J'ai pensé à ce que j'allais faire si Jacques revenait de son voyage et découvrait que j'avais tout gâché. Et si Julio avait raison et que quelqu'un s'était introduit dans la maison et l'avait volé? Peut-être que j'ai cru voir Jacques, mais peut-être que c'était juste un autre étranger qui lui ressemblait. J'avais la tête qui tournait à 100 à l'heure en essayant de trouver quoi faire. J'ai fait les 100 pas chez moi pendant quelques heures avant de décider que j'allais retourner chez Jacques et m'assurer que personne n'était entré par effraction. Si c'était le cas, je ferais simplement un rapport de police anonyme ou quelque chose comme ça. De plus, le seul moyen pour qu'il sache que c'était ma faute serait que Julio me moucharde, ce qu'il n'avait pas l'air de vouloir faire. J'ai fait le trajet en silence, essayant de contrôler ma respiration pour ne pas m'effondrer sur l'autoroute. Je me suis finalement arrêté dans l'allée et j'ai coupé le moteur, mais je n'ai pas réussi à trouver le courage de sortir de la voiture. Je suis resté assise pendant quelques minutes, fixant la maison géante, essayant de me forcer à détacher ma ceinture, à ouvrir la porte et à sortir de la voiture. La maison, qui était autrefois impressionnante, me donnait maintenant un sentiment d'anxiété et de dépaysement. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer toutes sortes de scénarios horribles sur lesquels je pourrais tomber une fois la porte ouverte. Je pensais au nombre de cachettes possibles dans une maison aussi grande. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là avant de me décider à sortir de la voiture et à marcher vers la porte d'entrée. J'ai hésité pendant quelques secondes avant de prendre une grande inspiration et de pousser la porte. Seulement, elle ne s'est pas ouverte, car elle était verrouillée.
Mon sugar daddy me demande des faveurs étranges. Partie 5. J'ai supposé que Julio l'avait probablement fermé à clé et j'ai cherché la clé sur mon trousseau. J'ai déverrouillé la porte et suis entré dans le salon, en jetant un coup d'œil autour de moi. Tout avait l'air assez normal. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou autre, et j'étais content que Julio soit venu et réalisé mon erreur avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. J'ai refermé la porte derrière moi, en vérifiant cette fois que je l'avais bien verrouillée, et j'ai commencé à avancer dans la maison. Je suis d'abord entré dans la bibliothèque, qui avait le même aspect que lorsque je l'avais quittée. Ensuite, j'ai traversé le salon, en jetant un coup d'œil autour de moi pour voir si quelque chose n'était pas à sa place, mais rien ne l'était. Je commençais à me sentir mieux maintenant que j'avais confirmé que personne n'était entré par effraction et n'avait ruiné l'endroit. Ce sentiment a cependant été de courte durée lorsque je suis entré dans la cuisine. C'était un désordre total. Le réfrigérateur et le congélateur étaient grands ouverts, tous les récipients de nourriture vidés. Il y avait des boîtes vides de surgelés jetées dans le congélateur et sur le sol de la cuisine. Il y avait quelques plateaux de viande sur la table et les comptoirs, et une partie du jus rouge des viandes avait été renversée à l'intérieur du réfrigérateur et dégoulinait maintenant sur le sol. J'ai remarqué que s'il n'y avait pas beaucoup de nourriture à l'intérieur, tout avait disparu. En m'approchant du réfrigérateur, j'ai réalisé qu'il n'était pas froid, et que la lumière à l'intérieur ne fonctionnait pas non plus. J'ai supposé que celui qui avait mangé toute la nourriture l'avait aussi débranché pour une raison étrange. J'ai enjambé une brique de jus d'orange vide et une caisse de vide pour me diriger vers la cuisinière où j'ai trouvé des piles de casseroles non lavées. L'une d'entre elles était encore chaude, ce qui signifie qu'elle n'avait été retirée du feu que récemment. Il y avait des coquilles de partout sur le comptoir et j'ai repensé à ce matin où Jacques, ou qui que ce soit, m'avait fait des œufs pour le petit déjeuner. Je suis sorti de la cuisine, en faisant attention de ne pas marcher sur le désordre qui jonchait le sol, et je me suis dirigé vers le couloir. J'ai repéré la porte au bout du couloir, et cette fois, elle était fermée. En continuant à marcher dans le couloir, je n'ai pu m'empêcher de remarquer le silence étrange qui régnait dans la maison. Je ne pouvais même pas entendre le bruit du chauffage. En passant devant le thermostat dans le couloir, j'ai vu qu'il ne fonctionnait pas. L'écran était éteint et il n'y avait rien dessus, comme s'il avait été éteint ou autre. Je me suis penché en avant et j'ai appuyé sur quelques boutons, mais aucun ne fonctionnait. J'ai passé la tête dans le bureau, mais il était également vide, même si j'ai vu que le téléphone fixe avait été utilisé récemment, et que celui qui l'avait utilisé ne l'avait pas remis en place. La partie portable était accrochée sur le côté du bureau, et je suis entré, j'ai attrapé le téléphone et l'ai porté à mon oreille, mais il n'y avait que du silence. Je l'ai remis en place et j'ai suivi le cordon avec mes yeux. Il était branché au mur, mais il semblait qu'il n'y avait pas de courant dans la maison, ce qui expliquait la présence du réfrigérateur et du thermostat. Je suis sorti du bureau et me suis dirigé vers le couloir, mais je me suis figé sur place lorsque j'ai remarqué que la porte au bout du couloir était maintenant ouverte. Quelqu'un était dans la maison. J'ai pris mon téléphone dans ma poche arrière, pour voir si je n'avais pas manqué un message de Jacques, mais je n'avais aucun signal dans la maison. J'ai quand même tenu mon téléphone dans ma main, en espérant capter suffisamment de signal pour appeler à l'aide, et j'ai commencé à m'éloigner de la porte, en écoutant attentivement les bruits de pas ou les bruits qui m'auraient permis de savoir où se trouvait l'intrus. En me retournant, je me suis retrouvé face à face avec Jacques, ou qui que ce soit que je regardais. Je savais que c'était le même homme que j'avais vu ce matin-là, mais je n'avais aucune idée de qui il était vraiment. Désolé, j'ai dit, surpris. Lequel es-tu? Il a demandé, en louchant sur moi. Il était vêtu d'un t-shirt gris taché et d'un vieux bas de pyjama qui semblait avoir été acheté il y a 30 ans. Quoi? J'ai demandé. Vous êtes la nouvelle, n'est-ce pas? Celui de l'autre jour? Tu es celui qui a oublié d'allumer la télévision. Oui, je suis vraiment désolé. Je pensais que j'étais prudent, je ne voulais pas. J'ai arrêté de parler quand il a commencé à rire. Pardon? Il a demandé, en souriant. Je devrais te remercier. Qui êtes-vous? Je lui ai demandé. J'ai regardé son visage, et il ressemblait exactement à Jacques, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il était ici alors qu'il avait dit qu'il était toujours en voyage. Je m'appelle Jacques. Il a répondu comme si c'était une évidence. Mais Jacques a dit qu'il ne serait pas de retour avant quelques jours. Son expression a changé et il a rétréci ses yeux sur moi. Vous a-t-il dit quand il reviendrait? La date exacte. J'ai secoué la tête, confus et réfléchissant à la façon dont j'allais passer outre cet homme et sortir de cette fichue maison. Mais tu peux lui demander? Non. Je ne sais pas, il ne m'a pas contacté depuis quelques jours. Merde, j'espérais que ce ne serait pas si grave. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Je lui ai demandé. Tu n'aurais pas dû revenir ici. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas, et des frissons secouaient tout mon corps. Une partie de moi regrettait de ne pas avoir suivi mon plan initial qui consistait à faire comme si tout allait bien. Je ne voulais pas rester dans la maison plus longtemps, et il n'y avait vraiment rien que je puisse faire de toute façon. De plus, j'avais un mauvais pressentiment avec ce type qui prétendait être Jacques. Je l'ai dépassé lentement, jetant un coup d'œil derrière moi tout en continuant à marcher dans le salon et vers la porte d'entrée. Je me suis retrouvé à marcher de plus en plus vite, jusqu'à courir et me jeter sur la porte d'entrée. Je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de grave allait se produire si je restais dans cette maison plus longtemps. J'ai déverrouillé la porte, mais au moment où je m'apprêtais à l'ouvrir, j'ai entendu le verrou se remettre en place, mais beaucoup plus fort que d'habitude. J'ai secoué la poignée de la porte et j'ai réalisé que si la poignée n'était pas verrouillée, quelque chose d'autre l'était et m'empêchait d'ouvrir la porte. J'ai commencé à paniquer en tirant d'urgence sur la porte, pour essayer de l'ouvrir, mais quelque chose la maintenait fermée. C'est quoi ce bordel? J'ai dit tout haut. J'ai jeté un coup d'œil vers le hall en entendant un autre bruit, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait du son de l'air circulant dans les bouches d'aération. Il semblait que l'électricité était revenue et qu'une sorte de système de sécurité s'était activé en même temps. J'ai regardé mon téléphone et non seulement j'avais un signal maintenant, mais j'avais aussi 3 messages de Jacques. Je suis de retour. Que s'est-il passé? Je sais que tu es dans la maison. J'ai regardé autour de la pièce,
essayant de le trouver ou de trouver une caméra de sécurité dans la pièce qui pourrait l'alerter de ma présence dans la maison. Je n'en ai vu aucune et j'ai attrapé mon téléphone pour lui envoyer un message. Vous êtes là? Je tenais mon téléphone dans mes mains tandis que je retournais vers le couloir pour trouver l'autre Jacques que j'avais vu plus tôt. S'il était même un autre Jacques, peut-être que c'était la même personne et qu'il se moquait de moi pour une raison quelconque. Une partie de moi pensait que je méritais peut-être tout cela pour avoir fait tout ça en premier lieu. Je veux dire, pourquoi ai-je été si rapide à accepter de faire des courses au hasard pour un homme que je n'avais jamais rencontré? Bien sûr, j'avais besoin d'argent, mais entrer dans la maison d'un inconnu doit figurer dans la liste des 10 choses les plus stupides que l'on puisse faire. Surtout si l'on considère le fait que personne ne savait où j'étais, et que je n'avais pas d'arme pour me défendre en cas de besoin. Je suis resté devant la porte fermée pendant une seconde, avant de me diriger vers une fenêtre. J'ai essayé de l'ouvrir, mais le système de sécurité avait également verrouillé les fenêtres. J'ai pensé à casser la fenêtre et j'ai attrapé un vase solide. J'ai fait quelques pas en arrière, puis je l'ai jeté sur la fenêtre aussi fort que possible. Le vase s'est brisé en entrant en contact avec le verre de la fenêtre, mais la fenêtre était en bon état, sans rayures. La seule façon de sortir d'ici était par la porte, mais d'abord, je devais désarmer le système de sécurité d'une façon ou d'une autre. Je suis retourné à l'endroit où j'avais laissé Jacques, mais il était parti et introuvable. Jacques, j'ai appelé, ma voix résonnant dans toute la maison. La porte au bout du couloir était à nouveau fermée, et j'ai commencé à m'y diriger, jetant un coup d'œil dans chaque pièce au fur et à mesure que je la passais, mais il n'y avait personne d'autre dans la maison. Alors que j'atteignais la porte, mon téléphone a sonné dans ma main. Mon sugar daddy me demande des faveurs étranges. Partie finale. Tu étais censé suivre les règles. Je suis resté devant la porte, essayant de trouver le courage de l'ouvrir et de voir ce qu'il y avait dans la pièce. Je sais, je suis désolé. Je suis revenu pour m'assurer que tout allait bien. J'ai tendu le bras et attrapé la poignée de la porte en prenant de grandes respirations. Le bourdonnement dans ma main m'a fait sursauter, mais je l'ai ignoré en tournant la poignée et en ouvrant la porte. Je me tenais sur le seuil, en haut d'un escalier en bois. En dessous, il y avait un sous-sol mal éclairé. J'ai lentement descendu les escaliers, en jetant un coup d'œil à mon téléphone. Tu aurais dû rester à l'écart. Tu vas vraiment le regretter. Je n'ai pas répondu et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je sois en bas des escaliers. Bien que je ne sois pas sûr de ce à quoi je m'attendais, ce n'était pas l'appartement en sous-sol d'apparence normale dans lequel j'étais entré par hasard. J'ai trouvé Jacques assis sur le canapé contre l'un des murs. Il lisait un magazine et a levé les yeux quand il m'a entendu descendre les escaliers. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est levé d'un bond et m'a crié dessus. « La porte est fermée, je ne peux pas sortir. » J'ai répondu. « Tu es tellement stupide, putain !» Il s'est exclamé, en marchant vers moi. « C'est impoli, comment pouvais-je savoir que les portes se verrouilleraient quand le courant reviendrait ? Tu n'étais pas censé revenir. » Il a crié, son visage prenant une teinte rouge de colère à mesure qu'il hurlait. Je voulais m'assurer que tout allait bien, ai-je répondu. Qui s'en soucie? Tu as reçu 1000 $ pour garder la maison. Pourquoi ne pas les avoir pris et être parti? Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi es-tu même ici? Vous n'êtes clairement pas Jacques. J'ai craqué, agacé. Comment le savez-vous? Il a demandé, d'un ton plus calme. Quoi? Comment savez-vous que je ne suis pas Jacques? Je ressemble aux photos que vous avez vues, n'est-ce pas? Oui, mais Jacques est en vacances, ai-je répondu. Comment le savez-vous? Il a répété. De quoi parlez-vous? Avez-vous déjà rencontré Jacques en personne? Lui avez-vous déjà parlé au téléphone? Un appel vidéo? Autre chose qu'un SMS tous les quelques jours? Je n'ai pas répondu, le regardant fixement. Il avait raison, il ressemblait exactement aux photos que j'avais vues sur le profil Tinder. C'est ce que je pensais. Il a répondu à mon silence. Qu'est-ce que tu dis exactement? J'ai demandé en entendant mon téléphone sonner une fois de plus. Comment savez-vous que la personne à qui vous avez parlé est une vraie personne? En fait, comment savez-vous que ce n'est pas moi? Peut-être que c'était mon plan depuis le début, pour vous attirer ici. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Il avait raison, je ne savais pas si je parlais à une vraie personne. Tout ce que je faisais, c'était rendre des services au hasard à quelqu'un qui avait un profil internet et qui voulait me payer pour faire ces choses, pour une raison quelconque. Je suppose que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le fait qu'un papa gâteau soit prêt à payer quelqu'un pour faire autre chose que du sexe avec lui, mais j'avais trop besoin d'argent pour passer trop de temps à me poser des questions. J'avais encore plus peur maintenant, et mes mains étaient froides et moites alors que je restais là, à attendre qu'il fasse quelque chose. Je pouvais courir à l'étage, mais je ne pensais pas être assez rapide pour sortir de là et trouver quelque chose pour bloquer la porte et le retenir en bas. J'ai pris une grande respiration en essayant de ne pas donner l'impression d'avoir peur. Si Jacques était dangereux, je ne voulais pas l'alerter de mon intention de m'enfuir. Après quelques secondes de silence, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone pour lire le texte le plus récent, mais il n'y avait aucune nouvelle notification. « Ce n'était pas ton téléphone » a dit Jacques, rompant le silence. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai jeté un coup d'œil au téléphone posé sur une table voisine. Soudain, il a sauté vers moi et j'ai essayé de m'écarter, mais j'étais trop lente. J'ai vu Jacques m'attraper les bras et mon téléphone m'est tombé des mains, puis tout est devenu noir. Quand je suis revenu à moi, j'étais sur le canapé du salon et Jacques se tenait au-dessus de moi, regardant en bas. Que s'est-il passé? J'ai demandé. J'ai essayé de m'asseoir mais j'ai remarqué que j'étais incroyablement étourdi et que mon bras gauche était douloureux lorsque j'essayais de me soutenir. Je me suis souvenu que Jacques m'avait attrapé plus tôt, et je me suis dit qu'il avait serré mon bras trop fort et qu'il avait dû le meurtrir. Tu es enfin debout, bien, il a dit. J'ai lentement réussi à m'asseoir, en grimaçant lorsque j'ai mis du poids sur mon bras gauche. J'ai levé les yeux vers Jacques, qui se tenait maintenant à quelques mètres de moi, avec un bandage autour de son biceps droit. Que s'est-il passé? J'ai demandé, en regardant le bandage, en remarquant qu'il y avait du sang qui suintait à travers. Tu n'aurais vraiment pas dû revenir.
J'ai essayé de changer de position sur le canapé et j'ai grimacé de douleur en mettant à nouveau du poids sur mon bras gauche. Je me suis retourné pour le regarder, essayant de voir si je l'avais blessé d'une manière ou d'une autre, et j'ai remarqué qu'il était également enveloppé dans un bandage similaire à celui de Jacques. Que s'est-il passé? J'ai répété, en regardant mon bras. Je me suis lentement approché et j'ai commencé à enlever le bandage jusqu'à ce qu'il se détache et que je me retrouve à regarder des points de suture grossièrement faits à l'intérieur de mon biceps. C'est quoi ce bordel? J'ai craqué, en regardant Jacques. Désolé Ivy, mais tu n'aurais vraiment pas dû revenir. Bien que, je suis en quelque sorte contente que tu l'aies fait. Je ne voulais pas vraiment faire ça, mais j'ai besoin de sortir d'ici. Il a commencé à s'éloigner de moi, se dirigeant vers la porte d'entrée. Je l'ai regardé l'ouvrir facilement, et je me suis demandé comment il avait désactivé la serrure et si c'était lui qui l'avait activée en premier lieu. Il a franchi la porte et s'est retourné pour me regarder. Bonne chance, je t'ai un peu aidé pendant que tu étais sorti, a-t-il dit en faisant signe vers mon téléphone qu'il avait posé sur le canapé à côté de moi. Je me suis levé et je l'ai poursuivi. Étonnamment, il n'a pas essayé de courir ou de reculer et s'est contenté de se tenir à 1 mètre de la porte d'entrée, en me regardant. Alors que j'essayais de sortir, une douleur lancinante a éclaté dans mon bras gauche, puis s'est propagée dans tout mon corps jusqu'à ce que j'ai l'impression d'être poignardé partout à la fois. Je suis tombé sur le sol en criant de douleur. Une fois de retour dans la maison, la douleur a disparu et je me suis allongé sur le sol en tremblant et en regardant Jacques. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai demandé. Il fallait que je sorte. Ça fait 8 mois. Je suis désolé, tu étais juste le premier à revenir cette fois. Je suis sûr que tu es une bonne personne mais je suis désolé, je ne peux pas être là. Vous allez juste me laisser ici. J'ai crié. Julio va passer pour vous donner à manger. Et au fait, n'essayez pas de couper ce truc de votre bras, cet endroit est couvert de caméras. Si vous faites quoi que ce soit de suspect, Julio vous verra, et il n'hésitera pas à vous arrêter. J'ai appris ça à la dure. Je n'ai pas su quoi dire, et je suis resté sous le choc en regardant Jacques se diriger vers ma voiture et y monter, démarrer le moteur et disparaître dans la rue. J'ai finalement fermé la porte d'entrée et les verrouillé, me retournant pour faire face à la maison vide. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, qui était toujours sur le canapé, et je me suis souvenu de ce que Jacques avait dit avant de partir. Je me suis approché, en essayant de ne pas trop bouger mon bras pour le prendre et l'allumer. Mon profil Tinder était ouvert, sauf qu'il avait été modifié et que maintenant ma bio de profil disait « Looking for a sugar baby. 700 $ par semaine. Pas de sexe ». Sur la table à côté, il y avait une liste de règles de gardiennage, similaire à celle que j'avais trouvée le jour où j'étais ici. En bas de la page, il y avait une note autocollante verte qui disait « Désolé, j'espère que vous pourrez sortir bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous ne resterez peut-être pas longtemps ici. » Ils oublient presque toujours une des règles. Bonne chance. Jacques.